Bonjour, je m'appelle Ron Williams. L'Association des architectes paysagistes du Canada m'a demandé de vous présenter une série de conférences vidéo sur l'histoire et le développement de l'architecture de paysage du Canada. Dans la conférence actuelle, nous regarderons une période extrêmement intéressante de cette évolution, les années 1960 et 70, la période post-guerre, euh, où on voit une série de projets urbains remarquables partout au Canada. C'est une période que mon collègue Peter Jacobs de l'Université de Montréal a baptisée la Renaissance urbaine, une période qui a changé la culture urbaine du Canada. Ces projets, qui ont revivifié les centres-villes canadiens, sont le fruit d'une période exceptionnelle d'expansion et de prospérité qui a suivi la dépression et la Deuxième Guerre mondiale. Le début de cette période était signalé par de vastes projets d'infrastructures et par la construction de nouveaux banlieues extensifs. Les projets de cette période, soit grands ou petits, se sont exprimés dans une nouvelle langue esthétique, le modernisme, inspiré par l'art abstrait et par l'espoir de créer une nouvelle société plus égalitaire. Le modernisme a mis l'emphase sur des formes géométriques simples, la plantation en massif et des technologies et matériaux de construction nouveaux. Ce mouvement se voyait d'abord dans des paysages résidentiels, comme on voit dans ce projet à Vancouver, conçu par la célèbre architecte paysagiste Cornelia Hahn Oberlander en 1953. Et ce mouvement esthétique a duré jusqu'aux années récentes. Les nouvelles approches ont rapidement passé du milieu résidentiel vers les centres-villes canadiens, inspirant des grands projets de design urbain et des nouveaux espaces publics accueillants. Parmi les premiers de ces grands projets, le nouvel Hôtel de Ville et Place centrale de Toronto se démarque. Construit à la suite d'un concours international, cet espace a témoigné de la transition d'un passé sobre et réservé vers un avenir ouvert et cosmopolite pour la ville reine. Le grand espace ouvert du Square Nathan Phillips fournissait l'atmosphère idéale pour un lieu de rassemblement et récréation publique. Le square de l'Hôtel de Ville a servi comme point de départ pour une riche séquence spatiale qui s'étend en direction du lac Ontario vers le sud. Plusieurs autres places se sont intégrées à cette séquence, dont les cours extérieures de deux grandes banques, conçues par les vedettes de l'architecture moderne, et l'espace intérieur du centre Eaton, vaste galerie commerciale de plusieurs étages, animée par des bassins, des fontaines et des sculptures. Le centre-ville de Montréal, que nous voyons ici à partir du parc du Mont-Royal, était aussi le foyer de projets urbains remarquables pendant les années 1960 et 70. La place Ville-Marie, un complexe étonnant d'édifices à bureaux et de commerce au centre-ville de Montréal, a créé un tout nouveau point de mire pour la ville. La place publique centrale, qui ressemblait à une grande et élégante piazza italienne, termine une avenue axiale reliant le centre d'affaires de la ville au parc du Mont-Royal en passant par le campus de l'Université McGill. Les magasins aménagés au sous-sol de la place ont constitué le point de départ de la célèbre ville souterraine de Montréal, qui les reliait aux édifices voisins et aux stations du nouveau métro, alors en construction. D'autres projets du secteur privé, aussi révolutionnaires, ont suivi, dont la place Bonaventure, centre de congrès et marché en gros, surmonté par le magnifique jardin-terrasse de l'hôtel Bonaventure. Le toit du bâtiment offrait un microclimat propice pour le jardin et incorporait une série d'innovations techniques pour résoudre les défis de structure, de drainage, d'isolation et d'irrigation. Le concepteur principal du jardin, Masao Kinoshita,
a fusionné un jardin de promenade de tradition japonaise avec une végétation nordique et des pierres locales. Le jardin prenait la forme d'une bande verte entre les espaces communs de l'hôtel, situé au centre, et les chambres individuelles localisées à la périphérie du bâtiment. Le projet vedette de cette période était l'Expo 67, l'exposition spectaculaire construite sur les îles du fleuve Saint-Laurent pour marquer le centenaire de la Confédération canadienne. L'Expo 67 a donné une visibilité remarquable à Montréal et au Canada et a mis de l'avant les professions de l'aménagement qui l'ont conçu, y compris l'architecture de paysage. Voici le plan directeur ainsi qu'un des points de repère de l'expo, la sculpture connue par le nom Homme, créée par l'artiste américain Alexander Calder. Des concepteurs de partout au pays et du monde entier ont travaillé ensemble afin de créer une vision spectaculaire de l'aménagement et de l'environnement moderne. L'expo se voudrait explicitement un modèle pour la ville de l'avenir. Dans cette vue d'ensemble, on voit l'intégration totale de l'eau et de la terre, la multiplicité de moyens de transport, sentiers piétons, bicyclettes, gondoles sur le réseau de canaux, people mover surélevé et Expo Express, tout sauf des voitures. Et on voit des pavillons frappants dans le dôme géodésique des États-Unis. C'était le maire de longue durée de Montréal, le brillant Jean Drapeau, qui a eu l'idée de l'exposition internationale pour célébrer le 100e anniversaire du Canada. Comme directeur d'aménagement de l'expo, Drapeau a d'abord choisi le directeur du service des parcs et du service d'urbanisme de Montréal, l'ingénieur et homme de lettres Claude Robillard. Mais Robillard a dû quitter sa poste après quelques mois et c'est une équipe de concepteurs bien connue qui a ensuite porté ce flambeau. Parmi les pavillons fantaisistes érigés par des divers pays, compagnies et organismes, figuraient plusieurs bâtiments thématiques. Ceux-ci abritaient des expositions éducatives ainsi que des exhibits de petites organisations les permettant de participer au festival. On regarde ici le pavillon français, un des plus flamboyants et spectaculaires de l'expo, ainsi que celui du Canada, dont l'élément phare était une pyramide inversée, un des principaux points de repère visuels de l'expo. Une des composantes bien appréciées de ce pavillon était le centre de jeux créatifs pour enfants conçu par l'architecte paysagiste Cornelia Hahn Oberlander. Les espaces publics et privés des années 1960 ont tous évolué pendant le demi-siècle qui nous sépare, mais ils jouent toujours un rôle social significatif. Regardons comme exemple le site de l'Expo 67, maintenant nommé Parc Jean Drapeau, pour le maire qui l'a proposé. La plupart des aménagements ont changé leur raison d'être, comme le pavillon américain. Rebaptisé le Biosphère, le dôme géodésique fonctionne maintenant comme musée de l'environnement et toujours comme symbole primordial du site. Les changements portés à la sculpture iconique d'Alexander Calder comprennent sa relocalisation afin d'être visible du Vieux-Port de Montréal. Elle a aussi changé de nom en faveur de l'appellation préférée par le sculpteur Trois Disques, mais elle constitue toujours un point de repère dramatique dans le parc. Le pavillon canadien a perdu sa marque de commerce, la pyramide inversée. Le bâtiment principal sert actuellement comme centre administratif du parc. Juste à côté passe le circuit Gilles Villeneuve, piste de course pour le Grand Prix du Canada, gigantesque événement touristique annuel. Lorsque les voitures Formule 1 n'occupent pas le circuit, c'est le lieu idéal pour les adeptes de la bicyclette. Les anciens pavillons québécois et français étaient conservés et réaffectés pour créer le Casino de Montréal, une attraction touristique majeure. Les plates-bandes que nous voyons en premier plan ici sont des vestiges des Floralie 80
une exposition florale internationale organisée par le Jardin botanique de Montréal. Le casino tourne son visage vers un lac créé pour l'expo, qui a été transformé en 1990 pour créer la plage Jean Doré sur l'île Notre-Dame. Une importante proportion de la superficie du parc consiste aujourd'hui d'espaces verts, quelquefois envahis par la végétation luxuriante. C'est le cas du réseau de canaux, une composante clé de l'Expo 67. Le réseau garde sa géométrie originale, mais offre maintenant un environnement paisible et privé pour ceux qui cherchent à se recréer dans la solitude rurale au milieu d'un centre urbain dense. En parenthèse, je ne me souviens d'aucun endroit vraiment tranquille à l'expo originale. Enfin, la Place des Nations, lieu d'accueil et de rassemblement en 1967, le cœur cérémonial de l'expo, est abandonné depuis longtemps et ressemble maintenant à des ruines en Amérique centrale. Mais c'est justement ce secteur de l'exposition qui est destiné, et à relativement court terme, d'être reconstruit presque dans sa forme originale afin d'accueillir encore une fois des événements culturels et protocolaires de la ville. Depuis 1967, les idées qui animaient l'Expo 67 ont influencé la reconstruction et le remaniement de centre-ville partout sur la planète. Les îles de l'Expo sont toujours des témoins d'un grand bond en avant pour l'architecture de paysage du Canada. Et ce n'est pas un accident que toute exposition internationale depuis l'Expo 67 utilise le nom Expo, tout comme l'exposition à l'année prochaine à Osaka, au Japon. Quelques années après l'Expo, c'est le tour de Toronto de créer un parc magnifique qui visait à renouveler son front sur le lac Ontario. La place Ontario consistait d'un parc éducatif futuriste intégré à un réseau de parcs et lagunes. Michael Huff en était l'architecte paysagiste en chef. Une composante fascinante de la place Ontario était son vaste terrain de jeu, Children's Village, complété en 1972. Foyer d'expérimentation et d'aventure, ce parc était le précurseur de toute une vague de parcs aquatiques qui deviendront bientôt universels. En même temps, au centre-ville de Toronto, plusieurs excellents développements privés étaient réalisés, dont ce jardin à ciel ouvert de J. Austin Floyd. Construit à l'intérieur de l'hôtel 4 Saisons, maintenant l'hôtel Sheraton Center, en face de l'hôtel de ville en 1972, ce jardin et sa chute d'eau à multi-étages possèdent toutes les apparences d'une forêt vierge. Le gouvernement fédéral s'est beaucoup préoccupé du développement d'Ottawa et de Hull, aujourd'hui Gatineau, Québec, afin de créer une capitale nationale digne du pays. Même avant la Deuxième Guerre, la planification a débuté. Le grand urbaniste français, Jacques Grébert, appuyé par une équipe de professionnels canadiens, était chargé de concevoir un plan compréhensif pour la capitale. Une agence fédérale, la Commission de la capitale nationale ou CCN, était responsable de la réalisation du plan de Grébert et son équipe en étroite collaboration avec les municipalités. Sous la direction de son architecte paysagiste en chef, Ned Wood, la CCN a parrainé une série de projets importants, dont l'aménagement des abords du canal Rideau, la place de la Confédération et le mail piéton de la rue Sparks. À côté de ces grands projets, plusieurs bijoux urbains de plus petite taille, comme le Jardin des provinces et territoires par l'architecte paysagiste Don Graham, étaient aussi réalisés. Dans l'Ouest canadien, plusieurs nouveaux espaces publics ont aussi vu le jour. Ici, à Winnipeg, au Manitoba, on voit le Metro Plaza de conception dramatique sur le boulevard Broadway. Cette plaza a été conçue par le célèbre architecte franco-manitobain Étienne Gaboury. Toujours à Winnipeg, l'architecte paysagiste Dennis Wilkinson,
natif d'Angleterre nouvellement arrivé au Canada, a composé les jardins Maitland-Steinkopf dans le nouveau noyau culturel de cette ville, créé pour célébrer le centenaire du Canada. À Calgary, comme à Ottawa, la rue commerciale principale du centre-ville, avenue Stephen, était transformée en maille piétonnier, créant un milieu urbain accueillant et achalandé. Et à quelques minutes de marche de cette avenue se trouve le parc Prince's Island, relié au centre des affaires par une connexion piétonnière directe. Ce parc remplaçait un ancien secteur industriel localisé adjacent à la rivière Bow. La Cour d'honneur de l'Assemblée législative à Edmonton, capitale de l'Alberta, est un excellent exemple du réaménagement d'espaces publics existants. Cet espace, situé au nord de l'édifice de l'Assemblée, était transformé en un immense parc aquatique. Lors des journées d'été ensoleillées, dont celle de la Fête du Canada le 1er juillet, des dizaines de milliers de gens s'amusent à se lancer à l'eau et à écouter de la musique. À Vancouver, l'architecte Arthur Erickson et l'architecte paysagiste Cornelia Hahn Oberlander ont réaménagé 3 îlots du centre-ville afin d'intégrer des bureaux et des commerces au nouveau palais de justice provincial, le tout entouré et encadré par une série de plazas et de jardins. Ce projet a transformé l'image traditionnelle de ce genre d'édifice, habituellement sérieux et intimidant, en un milieu accueillant et chaleureux. Ce projet était un exemple précoce d'un toit vert, une approche maintenant très répandue. Cornelia a choisi des plantes adaptées aux conditions urbaines, plantées dans un médium de croissance léger pour créer un parc linéaire et une oasis de verdure. L'emploi de stramps, fusion entre un escalier et une pente, et l'installation de bassins et cascades d'eau a contribué à l'animation de l'espace. De nouvelles places civiques ont transformé les alentours d'édifices municipaux dans plusieurs villes à travers le pays. Le square du centenaire à Victoria, Colombie-Britannique, organisé autour d'un bassin et d'une sculpture dramatique, unifie cette place qui est entourée de bâtiments hétéroclites. Et la place de l'Hôtel de Ville à Québec, un jardin terrasse et théâtre informel construit aux années 1960, a introduit un espace moderne et convivial à ce site historique. Toujours dans la vieille capitale, le parc de la francophonie dans la cité parlementaire, alors en pleine expansion, est un espace en cuvette qui sert d'amphithéâtre lors des festivals. Cette place a été surnommée le pigeonnier en raison d'une structure au centre du parc qui attire les pigeons de leur perchoir habituel sur les édifices gouvernementaux. La reconstruction du parc Champlain à Trois-Rivières a donné une nouvelle vie à ce square historique en y intégrant des fontaines et des bassins d'allure contemporaine. Ces composantes renforcent l'impact du nouvel hôtel de ville érigé sur le côté ouest du square, contrastant avec la vieille cathédrale patrimoniale du côté est. À part les places et squares urbains, cette transformation culturelle du Canada s'est exprimée de plusieurs autres façons. Une de ces façons consistait d'une vaste expansion des institutions d'éducation supérieure. Partout au Canada, on assistait à une expansion remarquable des universités actuelles et à la fondation de nouvelles universités à travers le pays. Beaucoup de ces projets menaient à des campus universitaires de très grande qualité, conçus par les architectes et architectes paysagistes les plus qualifiés au pays. L'expansion universitaire la plus impressionnante a eu lieu au Québec, où la Révolution tranquille, une immense restructuration sociale et politique qui a débuté vers 1960, s'est concrétisée par, entre autres, des changements dans les milieux éducatifs. Le célèbre rapport Parent sur l'éducation, émis en 1965 et présidé par le recteur de l'Université Laval,
a dessiné le plan pour ces changements. Ces changements ont transformé le système d'éducation qui était très traditionnel et fortement influencé par la religion vers de nouvelles directions à la fois séculaires, progressistes et technologiques. D'abord, les grandes institutions existantes se sont profondément transformées. L'Université Laval à Québec, par exemple, s'est entièrement relocalisée du centre-ville vers un nouveau campus à Sainte-Foy en banlieue. En même temps, la province a établi, sous la rubrique Université du Québec, un tout nouveau réseau d'universités à travers la province, à Montréal, dans l'Outaouais, Rimouski, Chicoutimi, entre autres. L'Université de Montréal a aussi entrepris un ambitieux programme d'expansion à son campus sur le Mont-Royal, en construisant plusieurs nouveaux bâtiments et en établissant beaucoup de nouveaux programmes académiques. Ceci comprenait un programme d'études en architecture de paysage, fondé en 1968 comme composante de la nouvelle faculté de l'aménagement, faculté qui regroupait toutes les disciplines du design de l'environnement et dont la création était spécifiquement recommandée par le rapport Parent. Le milieu ecclésiastique a beaucoup contribué à la transformation en éducation supérieure au Québec. Prenons comme exemple le campus intercommunautaire de Saint-Augustin, situé dans l'ouest de la zone métropolitaine de Québec, qui regroupait les collèges de plusieurs communautés religieuses selon un plan d'ensemble qui était résolument moderniste, préparé par l'architecte paysagiste Daniel Routaboul. L'Ontario a aussi passé par une grande expansion universitaire, telle que démontrée par l'Université de Guelph. Originellement le Collège d'agriculture de l'Ontario, elle a atteint le statut d'université aux années 60 et a ajouté une panoplie de nouveaux programmes académiques. Ceci comprenait l'École d'architecture de paysage, fondée en 1965, la première au Canada. Le nouveau plan directeur pour accommoder l'expansion de cette université était conçu par l'architecte paysagiste et urbaniste Macklin Hancock. Il a consacré tous les espaces centraux de l'université aux piétons, installant les accès et les stationnements en périphérie dissimulés par des monticules plantés. Plusieurs nouveaux campus étaient planifiés par des architectes qui faisaient preuve d'une profonde compréhension du paysage. Massey College, à l'Université de Toronto, en est un exemple. C'était Ron Thom, jeune architecte de Vancouver, qui a gagné un concours pour concevoir ce collège pour des études avancées, inspiré par la tradition de Oxford et Cambridge en Angleterre. À la nouvelle université Trent, à Peterborough en Ontario, c'est encore Ron Thom qui a conçu le plan d'ensemble du campus ainsi que ses premiers bâtiments. Sa composition s'intègre parfaitement aux contours irréguliers que les drumlins, d'origine glaciaire, ont légués au paysage le long de la rivière Otonabee. Un autre architecte distingué était responsable de la conception de l'université Simon Fraser près de Vancouver. Il s'agit de Arthur Erickson, qui a travaillé avec Cornelia Oberlander au Palais de justice de la Colombie-Britannique. Située au sommet d'une montagne dans la banlieue est de Vancouver, cette institution a été conçue comme une acropole de l'éducation. Les édifices universitaires encadrent une série d'espaces extérieurs majestueux. Erickson a créé une autre icône de l'architecture et du paysage à l'Université de Lethbridge, bâtie dans les prairies du sud de l'Alberta. Il a répondu au paysage ouvert de la vallée de la rivière Oldman en créant un édifice principal qui était large, simple et implacablement horizontal. Sa forme linéaire, parallèle à la rivière, traverse une coulée et rappelle la forme du pont historique de Lethbridge. Finalement, l'Université de Victoria, comme celle de Laval,
s'est déménagé de son site urbain vers un nouveau campus extensif en banlieue à la même époque. Au cœur du centre-ville très dense de Toronto, le Devonian Park au Toronto Metropolitan University a introduit un espace ouvert très apprécié, se servant d'un vocabulaire paysager qui rappelle les grands paysages sauvages de l'Ontario au-delà des villes. Margaret Kwan, des architectes paysagistes Strong et Moorhead, en était la conceptrice. Finalement, je voudrais noter les impacts sur l'architecture de paysage d'une autre commission gouvernementale, la commission Massey de 1951. Présidée par le diplomate Vincent Massey, cette équipe examinait en profondeur les arts et la culture du Canada et considérait qu'il faudrait des actions importantes afin de les supporter, surtout en face d'une pression américaine inexorable. Les recommandations de la Commission ont mené à la construction de centres des arts à travers le pays en collaboration avec les autorités locales et à la fondation du Conseil des arts du Canada, qui a parrainé un grand nombre d'initiatives artistiques et culturelles, y compris dans le domaine de l'architecture de paysage. Une de ces initiatives était le Centre des arts de la Confédération, un complexe de galeries, théâtres et salles publiques érigé à Charlottetown, sur l'île du Prince-Édouard, en 1964. Ce projet a marqué le centenaire d'une importante rencontre pour planifier la Confédération canadienne. Les diverses composantes du bâtiment étaient agencées sur le site de façon à briser leur masse, afin de ne pas dominer l'édifice de l'Assemblée législative de la province, un bijou historique au centre de la place. Et à Ottawa, aussi suivant les recommandations de la Commission Massey, le gouvernement fédéral a construit le Centre national des arts, importante institution nationale pour les arts de la scène sur un site adjacent au canal Rideau. La capitale a été bientôt dotée d'une nouvelle galerie nationale, le Musée des beaux-arts du Canada, ainsi que d'un nouveau musée de la civilisation, maintenant le musée de l'histoire, localisés respectivement sur les deux rives de la rivière des Outaouais, à Ottawa et à Gatineau. Ces grands projets étaient conçus par les meilleurs architectes, architectes paysagistes et artistes du temps. On arrive à la fin de notre discussion des projets des années 1960 et 1970. Ces projets vivants et excitants ont largement réinventé les centres-villes canadiens et ont changé les modes de vie. Ils figurent parmi les projets les plus innovateurs et appréciés de tous ceux entrepris au Canada. Leurs concepteurs répondaient aux grands problèmes de reconstruction urbaine de l'après-guerre. Ils faisaient preuve d'un nouvel esprit plus ouvert, plus créatif, plus joyeux. Et pour la première fois, je crois, les projets canadiens ont influencé les réalisations à travers le monde au lieu de suivre fidèlement les modèles internationaux comme auparavant. Cette conférence est fondée sur une série de présentations PowerPoint que j'ai données à travers le pays en 2014 suite à la publication de mon livre Architecture de paysage du Canada. Vous pouvez acheter le livre chez les éditeurs, les presses de l'Université de Montréal et la McGill Queen's University Press. J'ai reçu un appui formidable de l'AAPC et de la Fondation d'architecture de paysage du Canada pour le livre, ainsi que pour les conférences à travers le pays et pour cette série de présentations vidéo. J'aimerais encore une fois leur exprimer mon appréciation. Merci beaucoup et à la prochaine.